Le président de la République reçoit en audience l'ambassadeur haut commissaire du gouvernement du Sri Lanka, envoyé spécial du président sri-lankais. 500 jeunes bénéficient d'une formation pilote en hôtellerie et tourisme organisée par le département du commerce, de l'industrie et du tourisme. Signature d'une convention entre Radio Mauritanie et la société Ma'aden Mauritanie portant sur le lancement d'une radio spécialisée dans le domaine des mines à Chegat. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel M. Kannanathan Velupillai, ambassadeur haut commissaire du gouvernement du Sri Lanka, envoyé spécial du président sri-lankais M. Gotabaya Rajapaksa. À sa sortie d'audience, l'envoyé spécial a déclaré qu'il est venu en Mauritanie informer le président de la République au sujet des investissements que son pays compte entreprendre dans les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'énergie en Afrique. Il a précisé que la nouvelle politique du gouvernement du Sri Lanka est axée sur l'Afrique qui constitue une priorité pour son pays. M. Kannanathan a également précisé que le président de la République a fait état du besoin de la Mauritanie en expertise sri-lankaise dans ces domaines. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a passé le témoin de la présidence du G5 Sahel au président tchadien, M. Idriss Déby Itno, dans une cérémonie qui s'est tenue à N'Djamena. Malgré la pandémie du Covid-19, la présidence du G5 Sahel a été marquée par d'importantes réalisations reconnues et louées par les chefs d'État de l'organisation sous-régionale. Mohamed Ould-Khattat. La 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État des pays du G5 Sahel, tenue du 15 au 16 février courant à N'Djamena, en République du Tchad, a connu une forte présence de notre pays après une année de présidence tournante, conduite haut la main par le président de la République Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, au cours de laquelle bien des succès ont été enregistrés, salués par ses pairs du G5 et des partenaires étrangers. Cela d'autant plus que ces succès sont intervenus dans un contexte marqué par la pandémie planétaire de la Covid-19 et ses conséquences socio-économiques néfastes dans tous les secteurs de la vie socio-économique et culturelle. Le succès de la présidence mauritanienne a été salué par les chefs d'État qui ont félicité leur frère, son Excellence Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice sortant, pour ses efforts et les résultats remarquables obtenus durant son mandat. Il s'agit notamment de l'adoption du cadre d'action prioritaire intégré, le lancement de la coalition pour le Sahel, la conclusion diligente du projet de lutte contre la Covid-19 avec la Banque africaine de développement, les initiatives prises pour l'annulation de la dette, le soutien apporté au Mali lors de la crise socio-politique qui a conduit à la mise en place de la transition. Dans le discours qu'il avait prononcé à l'ouverture des travaux de cette 7e session des conférences des chefs d'État du G5 Sahel, et avant de passer le témoin à son frère et ami, le président du Tchad, Idriss Déby Itno, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a précisé qu'au cours du mandat mauritanien qui s'achève, la présidence en exercice du G5 Sahel s'était attelée à consolider les acquis et à impulser une dynamique nouvelle à l'action collective en vue de traduire la vision stratégique de l'organisation par des réalisations concrètes dans les domaines de la sécurité et du développement. Grâce à une feuille de route qui s'est voulue à la fois réaliste et ambitieuse. Une feuille de route qui a permis, dans une large mesure, d'atteindre les objectifs d'étape attendus. Cette feuille de route était déclinée en 5 axes majeurs, à savoir ceux de la sécurité-défense, de la résilience, du développement humain et des infrastructures, du renforcement du dialogue intra- et intercommunautaire, du renforcement de la dynamique diplomatique, d'accompagnement et enfin le dispositif institutionnel. Le président de la République
a indiqué dans son discours que les forces de défense et de sécurité nationale et la force conjointe ont repris progressivement l'initiative dans différents théâtres d'opération et que les groupes armés terroristes ont enregistré de plus en plus de pertes, tant en matériel qu'en personnel, avec la neutralisation de plusieurs de leurs principaux leaders. Dans le domaine de la résilience, du développement humain et des infrastructures, plusieurs projets visant la lutte contre la COVID-19, les changements climatiques, l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, la résilience des entreprises des jeunes, l'eau et la cohésion sociale ont été conclus ou finalisés, se réjouissant du démarrage de 18 des 21 projets du programme de développement d'urgence avec les partenaires membres de l'Alliance Sahel. Le président de la République a également noté que de plus en plus de projets importants dans le domaine de l'urgence en lien avec le développement rural et la résilience face à la COVID-19 sont en cours avec l'appui du Fonds international pour le développement agricole et de la Banque africaine de développement. Au plan du renforcement de la dynamique diplomatique d'accompagnement, dira le président de la République, notre pays a soutenu activement le lancement de la coalition pour le Sahel, la mise en œuvre des engagements du sommet de Pau et la formalisation du dialogue politique avec l'Alliance Sahel, ce qui a donné une réelle impulsion à la coopération et a permis de renforcer les capacités militaires des États du G5 Sahel, d'appuyer le retour de l'État et des administrations dans les zones sensibles et de faciliter la mise en œuvre d'activités de développement. Les chefs d'État du G5 Sahel ont salué l'amélioration de la situation sécuritaire dans les pays du G5 Sahel, ce qui traduit la détermination des forces de défense et de sécurité engagées sur le terrain et le rôle essentiel joué par la force Barkhane et ont rendu un hommage appuyé aux nombreuses victimes civiles et aux soldats tombés sur le champ d'honneur de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Enfin, les chefs d'État ont insisté sur l'importance de la mobilisation de la communauté internationale aux côtés des pays du Sahel et la nécessité de respecter rapidement les engagements financiers pris afin que le groupe puisse poursuivre la mise en œuvre de ses priorités sécuritaires et de développement. Et pour plus d'informations sur cette opération, nous avons invité ce soir pour vous sur ce plateau le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a le plus marqué le mandat du président de la République à la tête du G5 Sahel? Je vous remercie pour cette opportunité de parler du bilan du président de la République à la tête du G5 Sahel. Disons d'abord que l'action a été marquée par des résultats dans 3 domaines. Le domaine militaire, où les spécialistes disent qu'elle a été marquée, donc ce bilan a été marqué par la montée en puissance de la force conjointe, qui est l'instrument principal de sécurité mis en place par les pays du G5 Sahel. Ceci a fait l'objet de témoignages en N'Djamena par tous les partenaires et le renforcement des forces de défense nationale. Au niveau politique, il y a une mobilisation tout simplement extraordinaire au niveau mondial, sur tous les continents, en faveur des activités, des programmes d'action du G5 Sahel. Nous avons été témoins le 16 février dernier d'une manifestation de solidarité exemplaire venant des pays africains, des pays américains, des pays européens, des pays asiatiques, d'organisations internationales, de financement et de développement, pour appuyer les pays du G5 Sahel dans leur combat pour la sécurité et le développement. C'était tout simplement extraordinaire. Et le troisième domaine dans lequel, pour lequel il faudrait dire quelque chose, c'est le développement. Parce que c'est le deuxième pilier du G5 Sahel, sécurité et développement. J'ai eu le plaisir de signer, pendant que j'étais à N'Djamena, en compagnie de mes pairs du G5 Sahel, une convention de financement en faveur de la Mauritanie, chacun pour ce qui le concerne en faveur de son pays. Le montant global était de 180 millions de dollars,
la part qui revenait à la Mauritanie était un peu moins de 24 millions de dollars. Mais ça, c'était un exemple. C'est un exemple. Il y a eu la manifestation de solidarité de la Banque africaine de développement en faveur des pays du G5 Sahel suite à l'appel lancé par les chefs d'État pour lutter contre la pandémie. On peut en citer bien d'autres, mais je me limiterai à ceux-là qui témoignent du succès reconnu, salué par nos amis du G5 Sahel et au-delà. Et sur le plan économique, vous venez de le dire aussi, le développement, qu'est-ce qui a été réalisé? On le sait, au cours de sa présidence du G5 Sahel, le président a toujours demandé une réduction, voire une annulation totale de la dette des pays de cette organisation et plus de financement. Peut-on dire qu'il a été entendu? Je ne dirais pas au-delà de nos espoirs, non, pas du tout, parce que l'annulation n'a pas encore eu lieu. Mais disons ceci, que pour une fois, des hauts responsables, le président de la Commission de l'Union européenne, le secrétaire général des Nations Unies et bien d'autres ont appuyé cette demande, cet appel du chef de l'État mauritanien. Le G5 Sahel, pour la première fois, a émis une déclaration préparée, initiée par la Mauritanie, en faveur de l'annulation de la dette. C'est nouveau. Cette voie porte maintenant très loin, en tout cas au niveau de l'annulation de la dette. C'est devenu le combat, pas du président Razouani, même pas des pays du G5 Sahel, mais c'est devenu maintenant un thème porté par tous les amis du G5 Sahel, et je dirais même par tous les amis de l'Afrique. Donc c'est un combat qui continue et qui est porté par notre chef de l'État, mais maintenant le flambeau est repris par bien d'autres. Au niveau de la mobilisation et du financement, l'Alliance Sahel a été créée pour cela. Le mandat du président a vu l'extension du nombre d'adhérents à l'Alliance Sahel. L'Alliance Sahel, ses membres sont des pays bilatéraux, des institutions financières de développement et des organisations politiques, comme l'Organisation internationale de la francophonie, comme l'Union européenne, etc. Ils sont réunis en N'Djamena pour renouveler leur soutien au développement, pour le développement de ces pays-là, des pays du G5 Sahel. Le G5 Sahel a élaboré un programme d'investissement prioritaire, duquel on a extrait 21 projets dits urgents. Des 21 projets, 18 sont en cours de réalisation. Merci bien. Et sur les 18, 6 se réalisent en Mauritanie. Donc je pense aussi que là aussi c'est un succès. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation et répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, a décoré aujourd'hui à Nouakchott, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, certains fonctionnaires et agents de son département. Ces décorations ont été décernées en guise de reconnaissance et de récompense pour le dévouement et le dynamisme dans le travail. Voici la liste des fonctionnaires et agents décorés. Abdelkader Ahmedou, conseiller juridique décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national. Brahim Modi, chef du bureau de la colonie mauritanienne au Congo-Brazzaville, décoré de la médaille d'honneur première classe. Aïcha Al-Mustafa, ambassadeur, décoré de la médaille d'honneur première classe. Ali Aboubakrimba, chef de service, décoré de la médaille d'honneur deuxième classe. Mohamed Mouloud ou Mohamed Salem, premier conseiller à l'ambassade de Mauritanie à Rabat, décoré de la médaille d'honneur deuxième classe. Ahmed Ould Haïmoudan, protocole de l'ambassade de Mauritanie à Riyad, décoré de la médaille d'honneur troisième classe. Meimouna Minsidi, chef de service secrétariat central, décoré de la médaille d'honneur troisième classe. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ahmed Ould Ahmed Ould. Un atelier sur l'étude de faisabilité d'un institut spécialisé en technologie industrielle a démarré aujourd'hui dans les locaux du centre de formation et d'échange à distance. L'Institut, une fois opérationnel, permettra de doter la Mauritanie de plus de ressources humaines qualifiées dans le domaine de l'industrie. Le point avec Mohamed El Khattab.
Le centre de formation et d'échange à distance de Nouakchott a abrité aujourd'hui un atelier de sensibilisation sur le lancement d'une étude de faisabilité d'un institut des technologies industrielles devant doter notre pays de plus de ressources humaines qualifiées dans le domaine de l'industrie. Dans un mot qu'il a prononcé à l'ouverture des travaux de cet atelier, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Melaïnin Ouleyi, a souligné que la création de cet institut s'inscrit dans le cadre de la concrétisation d'un engagement pris par le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans son programme électoral pour répondre à la demande de notre économie, basée notamment sur des entreprises modernes, mais aussi sur une large frange informelle qui demande une qualification moins pointue et beaucoup plus diversifiée. Je voudrais adresser également mes félicitations et remerciements au cabinet Sphère qui vient d'être retenu sur une activité très importante pour notre pays. En effet, notre politique nationale, partant du principe que la formation technique et professionnelle est à la fois un outil de développement de l'économie et un outil de promotion de l'emploi, a été conçu de façon à pouvoir répondre de façon large à la demande de notre économie qui est composée d'entreprises modernes dans une concurrence à l'image de toutes les entreprises internationales, mais aussi à une composante largement informelle qui demande des qualifications moins pointues et beaucoup plus diversifiées. Aujourd'hui, nous sommes sur une activité importante de développement de compétences pointues pour des entreprises structurées modernes qui sont en concurrence sur un marché international et qui sont dans un contexte qui exige beaucoup de qualifications. Nous sommes devant des perspectives également de développement économique, surtout en matière d'hydrocarbures, exploitation du pétrole, du gaz, et donc des défis en matière de qualification qui vont se présenter au pays, aussi bien en termes de métiers et de qualifications liés à ces secteurs, qu'en termes de qualification de l'économie dans son ensemble, avec l'impact des revenus de cette exploitation sur les autres secteurs de l'économie nationale. Le ministre a rappelé que son département est en partenariat permanent avec le patronat mauritanien dans le cadre de conventions signées pour 5 ans devant permettre la diversification des formations en s'appuyant sur le Fonds national de financement de la formation professionnelle. L'atelier a connu la participation du secrétaire général du patronat mauritanien, mais aussi des partenaires nationaux et étrangers par visioconférence, notamment le SFER, qui est un bureau d'études spécialisé dans le développement des systèmes éducatifs et de valorisation des ressources humaines, dont les experts vont élaborer un référentiel métier et compétences et construire un référentiel formation compétences au regard d'un diagnostic sectoriel et un état des lieux de l'existant et qui finira par un benchmark international. À la suite de la présentation préliminaire faite par le directeur général de SFER par vidéo, le ministre a invité le bureau d'études à contextualiser son approche afin que ses recommandations soient les plus pragmatiques possibles. Il a également attiré l'attention sur le processus d'harmonisation de l'enseignement et l'assistance technique qui doivent être traités en amont. Autre grand titre de ce journal, la cérémonie de lancement de la formation pilote en hôtellerie et tourisme au profit de 500 jeunes s'est déroulée aujourd'hui à l'ancien palais des congrès de Nouakchott. La formation qui a démarré le 15 décembre dernier se poursuivra jusqu'au 30 juin 2021. Ce programme pilote entre dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République. La formation est initiée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme en partenariat avec l'École nationale de formation hôtelière et touristique du Sénégal. Bokar Belaban nous en dit plus. 500, c'est le nombre de jeunes qui bénéficient d'une formation en hôtellerie et tourisme. Ils sont répartis entre plusieurs filières dont la cuisine, la pâtisserie, la réception, la bienderie, les services de guide, entre autres. La formation est initiée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme en partenariat avec l'École nationale de formation hôtelière et touristique du Sénégal. Ce programme pilote s'inscrit dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République. Lors de la cérémonie de lancement de la formation, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Nahamid Hamdoul Meknes,
a indiqué que cette formation est une première. Elle a souligné que des moyens importants ont été déployés pour assurer la réussite du programme. La ministre n'a pas manqué de rappeler que l'activité touristique reste paralysée en raison des effets de la pandémie du coronavirus, mais que cela n'a pas empêché l'État de poursuivre les efforts pour renforcer les capacités du secteur, notamment en termes de ressources humaines. Selon elle, le déficit de ressources humaines qualifiées est au cœur du problème du tourisme dans notre pays, d'où la création de l'École nationale de formation hôtelière et touristique qui démarrera ses activités cette année. De son côté, le président de la Fédération nationale du tourisme, Mohamed Ould Cherif Abdallah, a souligné l'importance de la formation des jeunes dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Il s'agit d'une stratégie qui permettra de booster l'apport du secteur touristique à l'économie nationale. Il a attiré l'attention des autorités sur l'impact négatif de la Covid-19 sur l'activité touristique avant de les inviter à intervenir en sa faveur. De son côté, le porte-parole des bénéficiaires de la formation, Sidi Mohamed Ould Ahmed Ali, a souligné la qualité de l'enseignement dispensé. Selon lui, avec la diversité des filières et le nombre d'étudiants en formation, le secteur sera approvisionné en ressources humaines qualifiées et plus d'opportunités d'emploi seront créées. À noter que la cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de plusieurs ministres, hauts fonctionnaires, élus locaux et partenaires. Et pour plus d'informations sur cette formation, nous avons invité sur ce plateau M. Guissé Jalel Abou, directeur des études et de la formation au ministère, de la coopération au ministère. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, quelle est la particularité de cette formation pilote en hôtellerie et tourisme au profit de 500 jeunes? Est-ce une première? Oui, comme vous l'avez déjà souligné dans le reportage, c'est effectivement une première. Mais cette activité s'inscrit dans le cadre du programme élargi du président de la République, qui, comme vous le savez, lequel programme est une réponse à la relance de la croissance post-Covid-19. Donc, nous avons mis en place ce programme de formation et en quantité et en qualité. Parce que vouloir former 500 jeunes en 6 mois, c'est un grand défi. Mais nous avons quand même mis en place les moyens qu'il faut pour arriver en fait, à atteindre cet objectif. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour la réussite de cette formation en fait? Nous avons donc, dès le départ, signé un partenariat avec l'école de l'hôtellerie et du tourisme du Sénégal, une école qui date donc de 1959, lequel partenariat s'inscrit sur les 6 mois pour que l'école mette à notre disposition 20 formateurs sénégalais. Parmi ces 20 formateurs sénégalais, donc, nous les avons assigné aussi 20 formateurs mauritaniens qui vont les accompagner durant donc, toute la période. Tout cela s'inscrit dans le projet donc, de création d'une école d'hôtellerie et de tourisme à partir, donc, bien entendu, donc, on va dire de l'année prochaine, Inch'Allah. Laquelle école, le décret a déjà été signé et validé, mais nous pensons qu'il faudra peut-être attendre une année pour que l'école soit effective. D'accord. Et peut-on dire que la formation de ces jeunes va réellement bénéficier au tourisme dans notre pays? Si oui, comment? Bien, écoutez, vous devez d'abord savoir que le secteur du tourisme est un des piliers de notre économie, au même titre que le secteur de la pêche ou le secteur de la mine, des mines, qui sont les secteurs traditionnellement plus connus. Mais le secteur du tourisme contribue vraiment de façon intégrale à la répartition des revenus des différentes activités du secteur. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, évidemment, le secteur a été affecté de par la pandémie. Nous avons vu que les hôtels sont restés fermés, que les agences de voyage ne travaillent plus. Mais certaines autres filières ont transformé ces contraintes en opportunités. Le secteur de la restauration s'est très bien développé pendant ces dernières années. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on fait le tour de Nouakchott, on va voir que les secteurs les plus dynamiques, ce sont les secteurs liés justement à ce secteur du tourisme, que ce soit donc la restauration et tous les autres secteurs qui sont verticalement intégrés au niveau du secteur du tourisme. Tout à fait. Nous pensons que ces jeunes, de toutes les façons, il faudrait mieux que dans 6 mois qu'ils soient bien formés pour qu'ils soient dans le marché du travail. Et pour quelqu'un qui connaît bien la restauration, on sait qu'on manque cruellement de ressources humaines dans ces secteurs. Et une autre chose, nous voulons aussi valoriser ces métiers pour donner en fait plus de valeur à ces métiers qui, pour nous, est un métier hyper noble. Et s'agissant de l'école, vous venez d'en parler, la ministre aussi, on en a parlé tout à l'heure avec mes collègues pour le journal arabe. Auriez-vous une date pour le lancement Écoutez, au mois de novembre, donc, le projet de décret a été validé en Conseil des ministres. Donc, il reste l'infrastructure elle-même. Mais en attendant, certainement, l'administration va être mise en place. Bon, je pense que la ministre est mieux placée pour moi pour dire quand sera exactement le démarrage. Mais cette formation pilote
justement est une réponse avant le début du démarrage de cette école. Ça va certainement permettre pour nous de tirer les leçons par rapport à cette école. Et une fois que l'école sera sur place, on ne sera plus sur une quantité de 500 élèves, bien entendu. On sera dans des moyens standards, certainement de 50 et 60 élèves par année. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Les accidents de la circulation qui se soldent par des morts sont légion dans notre pays. C'est sans doute pour limiter ce drame que l'autorité de régulation du transport routier, en collaboration avec la délégation générale de la sécurité civile et à la gestion des crises, a organisé un atelier de sensibilisation sur ce fléau. Le point avec Garmita Ghetti. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser l'opinion publique sur le danger des accidents routiers. Cet atelier de 2 jours vise à contribuer aux efforts gouvernementaux axés sur la lutte contre le phénomène des accidents routiers. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre de l'Équipement et du Transport, M. Mohamed Ahmed Mhaimid, a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la nouvelle réforme du secteur concerné à travers l'activation et la régularité du Conseil national de la sécurité routière qui vise à mettre en place un programme à long terme pour éradiquer ce phénomène. Le président de l'autorité de régulation et organisation des transports routiers a quant à lui souligné que cet atelier vise à débattre et chercher des solutions adéquates pour minimiser les risques d'accidents routiers et mettre en place des stratégies visant à éradiquer ce phénomène. De son côté, le délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises, le général de division Khatar Mbarak, a indiqué que pour répondre à certains objectifs de cet atelier, il préconise de mettre une stratégie en place pour lutter contre le phénomène des accidents routiers, dont les principaux points sont former un groupe de chauffeurs de premiers secours, former des bénévoles dans les localités pour premiers secours afin d'intervenir au moment propice, intégrer les premiers secours dans les examens de conduite. Les départements concernés visent à protéger et sauver les vies des citoyens sous le thème de cet atelier, un secouriste dans chaque véhicule. Ont participé à cet atelier le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, la présidente du Conseil régional de Nouakchott, les élus et les autorités sécuritaires. Je vous le disais en titre, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement et son homologue du pétrole, des mines et de l'énergie ont supervisé la signature d'un accord de partenariat entre Radio Mauritanie et la société Ma'aden de Mauritanie. Cet accord aboutit au lancement de la radio locale à Chegat. Eminem Tahlil. Vous êtes à l'écoute de la voix de Chegat de Radio Mauritanie. Voici une introduction que l'on entendra très prochainement après la naissance du dernier membre de la famille de la radio de la République islamique de Mauritanie. La nouvelle station vient accompagner les efforts des autorités publiques visant à rapprocher les orpailleurs et les populations de la zone de Chegat du reste de leurs compatriotes. Elle vise également à faire entendre leur voix dans le reste du pays et leur tenir au courant de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national, surtout en matière de sécurité, de développement et de l'environnement. La nouvelle station de Chegat de Radio Mauritanie est le fruit des efforts conjugués de la Radio Mauritanie et la Société nationale Ma'aden Mauritanie dans le but de mettre à disposition un point focal médiatique capable d'accompagner le déroulement de la vie et son rythme quotidien, ainsi que les défis qu'elle rencontre dans ce coin si précieux et si lointain du territoire national. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Mrabatou Bannahi, ainsi que celui du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Abdesselam Ould Mohamed Saleh, ont soutenu l'élaboration de la convention signée entre Radio Mauritanie et la société Ma'aden Mauritanie. Une convention qui permet le lancement de la voie radiophonique de Chegat. Le directeur général de Radio Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed, a estimé que la présence des 2 ministres pour la signature de la convention de la voie de Chegat s'inscrit dans le cadre de la promesse du président de la République d'ouvrir la zone de Chegat pour les orpailleurs et la promotion des services du pôle public dans cette zone. Il a ajouté que la radio de Chegat est une filière du réseau des radios locales et frontalières destinée à jouer des rôles de développement local viable au service du citoyen. L'objectif, poursuit le directeur général de Radio Mauritanie, est de prêter un service de proximité de qualité au profit des populations cibles.
La société Ma'ad Mauritanie, dans le cadre de ses efforts visant à encourager la création des conditions de vie normales dans la zone de Chegat, a entamé une série d'interventions essentielles pour faciliter la vie dans cette zone enclavée. Une série de mesures renforcées par la mise à disposition des services d'émissions radiophoniques. Le directeur général de Ma'ad Mauritanie a déclaré que l'objectif de la voie radiophonique de Chegat sera, d'un côté, relier ces zones importantes, sensibles et précieuses au reste du pays, et de l'autre côté, un moyen de faire passer des communications relatives essentiellement à la sûreté et à la sécurité de cette frange de la population qui est à la fois vulnérable et courageuse. Une population qui a ouvert la zone après le feu vert du président de la République qui a transformé Chegat en une zone de libre circulation ouverte à tous les Mauritaniens. Les services de la voie de Chegat interviennent après l'approvisionnement en eau potable de la zone ainsi que l'installation du réseau téléphonique permettant le désenclavement partiel des orpailleurs et de la zone en général. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Madame Naha Mentaroun Sidia, a décoré au nom du président de la République aujourd'hui au siège du ministère des cadres et fonctionnaires de son département. C'est ainsi qu'ont été décorés de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national Monsieur Ali Ould Haïdar, directeur des personnes handicapées, Madame Al-Alia Mohamed Yaraf, directrice adjointe des ressources humaines, et de la médaille d'honneur de première classe Monsieur Mohamed Mustafa Hannoun El-Voulani, formateur spécialisé dans le braille. Ces décorations interviennent bien sûr en reconnaissance des efforts consentis par ces fonctionnaires au service de la patrie. La cérémonie organisée pour l'occasion s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Mahoud Ould Sidi Yahya, et de plusieurs responsables du département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Autre décoration, Madame Mariam Bakay, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, 2 cadres de son département. C'est ainsi qu'elle a décoré de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national messieurs Adman Ould Boubakar, directeur de la protection et de la restauration des espèces et du milieu au ministère, et Zeyn El Abidin Sidati Cheikh Mustafa, conservateur du parc national de Diaoling. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du département, M. Abdul Mamadou Bari, et de plusieurs autres hauts responsables du ministère. La traditionnelle conférence de presse qui se tient après le Conseil des ministres a été animée hier par Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement. Le point avec Garmin Tagati. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Ould Salem, a indiqué que le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décret et suivi des communications. Parmi ceux-ci, le projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2017-093 du 10 juillet 2017 portant création de l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Selon le ministre, l'objectif du projet est de donner à l'autorité les moyens de travailler plus efficacement. Pour ce faire, une autonomie administrative et financière lui sera accordée. L'autorité dont la mission était de mettre en place un système d'assurance qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se verra attribuer davantage de prérogatives d'inspection. Cette inspection concernera la pédagogie et la révision d'indicateurs de performance, entre autres. Le ministre a souligné que la mission d'inspection de l'autorité ne dispense en rien les établissements d'enseignement supérieur de faire l'auto-évaluation de l'offre de formation et de se soumettre par ailleurs aux évaluations faites par des experts extérieurs. Répondant à une question sur la recevabilité de certains diplômes délivrés par des instituts de l'enseignement supérieur privé lors de concours, le ministre a indiqué qu'il y a une réglementation qui a été mise en place par le Haut Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche qui garantit la reconnaissance des diplômes de toute entité privée d'enseignement supérieur, dont l'enseignement répond aux normes internationales. Les candidats issus du privé tout comme du public sont traités équitablement à diplôme égal. Seulement, précise le ministre, la décision du Haut Conseil n'est pas rétroactive. S'agissant de la situation épidémiologique, le porte-parole du gouvernement a rappelé qu'une baisse constante de nouvelles contaminations est constatée.
et que cela, poursuit-il, fait écho à une situation internationale plus ou moins stable. Toutefois, il a attiré l'attention sur la nécessité de continuer d'observer les mesures barrières. Le ministre a tenu à rassurer sur le fait que le comité interministériel constitué à la suite de la flambée des prix poursuit son travail. Il travaille d'arrache-pied avec les différentes parties prenantes afin d'apporter des solutions viables. Direction à présent l'intérieur du pays, précisément Kaedi, la capitale du Gorgol, où les rideaux sont tombés sur l'atelier relatif à la préparation des programmes des écoles de formation des instituteurs. Un atelier qui a duré environ 2 semaines. Réécrire les programmes des écoles de formation des instituteurs, tel est l'objectif des ateliers lancés par le département de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour améliorer la qualité de l'enseignement. L'école de formation des instituteurs de la ville de Kaedi a accueilli l'un de ces ateliers il y a 2 semaines. L'atelier portait sur la rédaction de programmes d'éducation islamique et civique, l'histoire, la géographie et la musique. Clôturant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Messie Ali Sillé Soumaré, a souligné l'importance de ces assises et leur rôle dans la réforme du secteur de l'éducation, car il cible l'élément le plus important de la chaîne éducative, l'enseignant, afin de lui fournir des programmes bien concis qui l'aident à transmettre des connaissances à ses étudiants. Le secrétaire général a rappelé la volonté du président de la République, Messie Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, de réformer et de développer le secteur de l'éducation. De son côté, le Wali Messie Ahmed Nawel Lebbe a indiqué que la volonté du gouvernement de réformer les secteurs de l'éducation nationale et de la formation technique passe bien entendu par une restructuration des établissements de formation, étant donné qu'ils sont chargés de former des enseignants capables de s'acquitter de leurs fonctions avec compétence et conformément aux exigences de l'école républicaine. Une école dans laquelle les chances sont égales pour tous les enfants mauritaniens qui vont étudier dans une atmosphère d'harmonie, de fraternité et d'unité. Le but est de contribuer efficacement au processus de développement et de construction du pays. De leur côté, les participants ont salué l'ambiance générale qui a prévalu au cours des travaux, des ateliers pendant ces 2 dernières semaines. Ils ont appelé à la nécessité d'accélérer les travaux pour sortir avec des résultats importants qui seront pris en compte dans la réforme de l'éducation. L'éducation constitue la pierre angulaire de tout processus de construction et de développement. Retour à Nouakchott, où le Wali de la wilaya de Nouakchott Sud a visité ce matin le chantier de construction de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des travaux publics. L'école, construite sur une superficie de 3 hectares, comprend 2 ateliers de construction et de travaux publics et un amphithéâtre pouvant accueillir plus de 200 étudiants, ainsi que 3 laboratoires, 12 salles de classe et des bâtiments administratifs. Sur place, le Wali, M. Mohamed Ould-Salek, s'est informé sur le déroulement des travaux et leurs avancements. Il a écouté des explications à ce sujet. Et nous restons à Nouakchott où nous allons suivre ensemble le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie de Covid-19 durant les dernières 24 heures. La situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, 17 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont un cas contact et 16 cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, 31 nouvelles guérisons ont été enregistrées et malheureusement un nouveau décès. Les cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 17 058, dont 9 037 cas contacts, 7 832 cas communautaires et 189 cas importés. Les cumuls de cas de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 346 et malheureusement les cumuls de décès est de 433. Nous avons aujourd'hui 279 cas actifs, dont 230 asymptomatiques, 35 avec des symptômes légers et 14 avec une situation critique. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Pour
La répartition des nouveaux cas par Mughata'a. Un nouveau cas a été enregistré à L'Ayoun, 1 à Kifa, 1 à Boutilimit, 1 à Arkiz, 1 à Rosso, un nouveau cas à Nouadhibou, 2 à Tijikja, 1 à Qabou, 2 à Seribabi, 1 à Zouarat, 2 à Oksar, 1 à Toujounine et 2 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Riyad. 1232 nouveaux tests ont été réalisés dans les dernières 24 heures, dont 33 tests de suivi et 1199 tests de diagnostic, répartis en 560 TDR et 639 PCR. Pour la répartition des nouveaux tests par région, 89 ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Houd Sharqi, 11 à Houd Gharbi, 75 à Nasaba, 39 au Gorgol, 27 au Brakna, 53 au Trarza, 9 à Nadrar, 81 à Dakhlet Nouadhibou, 29 au Tagan, 36 au Guidimaka, 9 au Tir Zamour, 5 à Ninchiri, 704 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Ouest, 29 à Nouakchott Nord et 36 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 207 014, dont 27 470 tests de suivi et 179 544 tests de diagnostic, répartis en 134 121 TDR et 45 423 PCR. Le réseau des femmes journalistes de Mauritanie, en collaboration avec le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, a organisé un symposium culturel pour la lecture du livre de la poésie des femmes en faveur de feu Salkem Tsneid. L'organisation de cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire du décès de la défunte première présidente du réseau des femmes journalistes de Mauritanie. La rencontre a été organisée par le réseau des femmes journalistes de Mauritanie sous le thème « Lecture dans le livre, l'ancienne poésie féminine de Shingit », écrit par l'auteur et journaliste Feu Salkem Tsneid, un recueil des textes et poèmes célèbres des femmes poètes de Mauritanie. Il regroupe également des poèmes élaborés en arabe classique et en hassaniya par des femmes issues des différentes régions de la Mauritanie. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, l'entité qui a supervisé la promulgation de cette édition du livre, a rendu hommage à l'empreinte très spéciale qu'a laissée Salkem Tsneid dans le domaine des médias et de la culture nationale. Le conseiller du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Oulemjad, a rappelé le rôle des femmes exceptionnelles dans la création d'une société épanouie. Salkem Tsneid, une femme qui, à travers la ténacité, a pu surmonter et vaincre l'inégalité sociale, surtout dans le domaine de la poésie, pour arriver à exercer pleinement son droit à la libre expression. De son côté, la présidente du réseau des femmes journalistes de Mauritanie, Mme Khadija Mouchtaba, a parlé des valeurs humaines, éthiques qu'a incarnées Salkem Tsneid. Ces valeurs qui, d'après son témoignage, concordaient parfaitement avec sa belle personnalité fortement marquée par la maternité, le leadership et l'humanité. Salka, poursuit la présidente du réseau des femmes journalistes de Mauritanie, a laissé derrière elle un bel héritage de bonté, de valeurs humaines et de littérature. Les travaux de ce colloque ont compris des lectures dans le livre de Tsneid en présence de nombre de personnalités du domaine de la culture et des médias. Ont également pris part aux discussions des membres de la famille de la défunte, qu'Allah l'accueille dans son saint paradis, ainsi que certains de ses collègues. Ils ont tous été unanimes sur son rôle de représentation de la femme mauritanienne dans plusieurs domaines. À Nouadhibou, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a présidé aujourd'hui dans la capitale économique une cérémonie à l'occasion de la remise de 12 millions d'ouguiya MRO au profit des femmes intervenant dans le domaine de la nutrition, et ce dans le cadre du programme élargi Aoulawiyati du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Le point avec El Hajj Abdallah Eddin. Au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, plus de 7 coopératives féminines œuvrant dans le domaine de la production et la préparation de couscous bénéficient d'un prêt financier présenté par le département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille dans le cadre du programme du président de la République dénommé Mes priorités.
En supervisant cette activité, le wali de la wilaya de Dakhel Tenouadibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, a précisé que cet appui intervient dans le programme élargi du président de la République qui cible toutes les catégories sociales fragiles là où elles sont. Le wali a souligné que le programme du président de la République donne la priorité aux familles les plus démunies, un programme, conclut le wali, qui lutte contre l'injustice et la pauvreté. La directrice régionale des affaires sociales de la famille et de l'enfance, Mme Vokom Mohamed Selem, a indiqué que ce financement vise à moderniser la manière dont le couscous est produit. Elle a ajouté que les modalités d'emballage et d'étalage de cet aliment seront l'objet d'une formation spécifique consacrée aux vendeuses de cet aliment. Les bénéficiaires de ce financement ont apprécié cet appui indispensable pour la continuité de la production et la préparation de cet aliment. La production et la préparation des aliments traditionnels, notamment le produit de couscous, constituent une aubaine pour de nombreuses femmes dans cette ville. L'appui à ces métiers crée des opportunités d'emploi, encourageant ainsi l'entrepreneuriat féminin au niveau de cette wilaya. Nous arrivons maintenant à notre rubrique consacrée à la CAN des moins de 20 ans. La belle et convaincante victoire des Mourabitoun juniors face au Mozambique 2-0 a été fêtée comme il se doit. Le public a énormément donné de la voix pour pousser davantage l'équipe nationale à aller davantage dans la compétition. Bokar Bailaba revient aussi sur les matchs d'aujourd'hui et le programme de demain. 2 matchs étaient au programme aujourd'hui. La Tunisie a signé sa première victoire dans la compétition en s'imposant 2-0 face à la Namibie au stade Cheikh Ould Bouidia. Et puis le Burkina Faso s'est imposé 3-1 face à la République centrafricaine. Les Burkinabés sont en tête du groupe B, suivi de la Tunisie, de la République centrafricaine et de la Namibie. Demain, l'on aura droit à 2 rencontres au stade municipal de Nouadhibou pour le compte du groupe C. La Tanzanie affrontera la Gambie à 16h et puis le choc de ce groupe opposera le Maroc au Ghana à 19h et ça promet un beau duel. Après le faux pas face au Cameroun en match d'ouverture, la Mauritanie s'est remise sur le bon chemin. Hier soir, les Mourabitoun juniors ont enregistré une victoire convaincante face au Mozambique, 2-0 au stade olympique de Nouakchott. Dans un match largement dominé par les jeunes Mauritaniens, l'adversaire n'a pas beaucoup pesé dans la balance. Les jeunes Mauritaniens n'ont pas trop tardé à concrétiser leur domination et c'est le numéro 10 des Mourabitoun, Oumar Mbarek, sur un coup franc direct qui a montré l'exemple à suivre et c'était à la 19e minute. 10 minutes après l'ouverture du score par les Mourabitoun, les jeunes Mozambicains ne pouvaient encore que constater les dégâts. À la suite d'une action collective rondement menée, le jeune attaquant Sili Sankhare récupère un ballon mal repoussé pour fusiller à bout portant le gardien mozambicain à la 29e minute. En seconde période, la Mauritanie a opté pour la gestion du score. Le Mozambique, lui, a déjà pris le coup derrière la tête depuis le deuxième but. Au classement du groupe A, le Cameroun trône seul en tête avec 6 points. La Mauritanie 3 points avec une différence de but. Et l'Ouganda 3 points sont classés respectivement 2e et 3e place. Le Mozambique 0 points a quasiment dit adieu à la compétition. La confrontation entre la Mauritanie et l'Ouganda sera décisive pour la qualification en quart de finale. Il faudra beaucoup de détermination et d'efficacité devant la cage pour venir à bout des Ougandais qui résisteront grandement aux assauts des jeunes attaquants mauritaniens. Et ce sera le samedi 20 février à 19h au stade olympique de Nouakchott. Je tiens à dire bravo à nos jeunes, à mes poulains, qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir arriver à ce résultat. Parce que déjà, contre le Cameroun, nous avions perdu sur le fil et les jeunes s'en voulaient. Et ils nous l'ont montré cet après-midi, ils ont montré qu'ils tenaient à présenter une fois de plus, à demander pardon à leur public. Et je tiens également à féliciter ce public, bien qu'il soit peu nombreux, mais qui a donné vraiment de la voix et a encouragé les enfants à aller jusqu'au bout.
Je pense que l'essentiel a été fait. Nous tenions à gagner, à avoir les 3 points, à engranger les 3 points, afin d'envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité. Et cet avenir, ce sera contre l'Ouganda, parce qu'actuellement, nous sommes deuxième ex-aequo, et nous entendons faire la différence au prochain match. Donc l'argument que nous avons utilisé a été juste un argument psychologique pour pousser les enfants, les booster à la victoire, et nous sommes arrivés à ce point. Le défenseur central mauritanien Demba Yatara a été désigné homme du match. Il évolue au Clermont Foot 63 Ligue 2 en France. Il faut féliciter d'abord toute mon équipe. Toute mon équipe, ils ont fait un excellent boulot. C'est un trophée personnel, mais pour moi, c'est un trophée collectif. Tu vois, celui-là, je pourrais le remettre à toute l'équipe si je pourrais. Mais tout d'abord, je tenais à remercier toute mon équipe, le staff. On a fait un très bon travail. On n'a pas été récompensé au match précédent contre le Cameroun. On a été très très bon, meilleur que ce soir. Mais ce soir, on a su avoir un bon résultat et ça fait très plaisir. Cette belle victoire des Mourabitoun Junior a énormément redonné le sourire aux supporters qui ont fêté comme il se doit. Klaxon et Youyou ont ponctué la nuit, notamment dans les grandes rues. Tous saluent cette belle victoire des jeunes Mauritaniens. Ils souhaitent que l'équipe nationale réédite cette performance au prochain match face à l'Ouganda, une rencontre décisive pour la qualification en quart de finale. Toujours dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, la ville de Nouadhibou a abrité hier soir un match amical de futsal. Une rencontre qui a opposé l'équipe de Nouadhibou à celle du Maroc. Selon les organisateurs, cette rencontre est de nature à renforcer l'amitié et la fraternité entre les deux pays. Sur ce s'achève le journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience l'ambassadeur haut-commissaire du gouvernement du Sri Lanka, envoyé spécial du président sri-lankais. 500 jeunes bénéficient d'une formation pilote en hôtellerie et tourisme organisée par le département du commerce, de l'industrie et du tourisme. Signature d'une convention entre Radio Mauritanie et la société Ma'aden Mauritanie portant sur le lancement d'une radio spécialisée dans le domaine des mines à Cheikh Ghat. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.